Bonjour, bienvenue dans Territoire, l'émission qui vient à votre rencontre. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir le musée Fabre, implanté au beau milieu de l'Esplanade, à 2 pas de la place de la Comédie. Ce musée a été inauguré en 1828 par son fondateur, le peintre et collectionneur montpelliérain François-Xavier Fabre. Rénové, métamorphosé, ce musée offre au public une superficie de 9200 m² et près de 900 œuvres du 15e au 19e siècle. Nous allons pénétrer dans les dessous de la vie du musée. Restauration, entretien des expositions permanentes ou encore préparation d'une exposition temporaire, vous saurez tout sur le fonctionnement du musée phare de Montpellier. Mais on ne pouvait pas parler du musée Fabre sans présenter son fondateur. On commence donc cette émission avec la vie et l'œuvre de François-Xavier Fabre. Suivez-moi. 1er avril 1766. François-Xavier Fabre naît à Montpellier au sein d'une famille modeste. Très vite, ses dons de dessinateur l'invitent à se former aux écoles de dessin. Fabre gagne plusieurs petits prix, persévère et intègre l'atelier de David à Paris. François-Xavier a alors 17 ans. Son objectif, le Grand Prix de peinture qu'il obtient en 1787, une date clé dans le parcours du peintre, puisque c'est à ce moment-là que les portes de l'Italie s'ouvrent à lui et les prémices de la Révolution française ne font que lui emboîter le pas. De Rome, en passant par Florence, Fabre vivra en Italie pendant 37 ans. En 1824, François-Xavier Fabre rentre dans sa ville natale. Il emporte avec lui toutes ses collections italiennes, tableaux, dessins, sculptures et même objets d'art. Décembre 1828, Fabre ouvre un nouveau musée à Montpellier qui portera son nom. Tout se joue donc ici, dans cet ancien hôtel particulier, aujourd'hui appelé la Salle Griffon, où l'artiste a fondé sa propre galerie. Alors en gros, il avait installé ses tableaux, des tableaux italiens, des tableaux français. Ici, il y avait un petit vestibule des sculptures, une autre salle d'ailleurs, puisque le visiteur arrivait à l'origine par là, dans la première salle que vous voyez au fond, passait par un petit corridor, une petite salle où il y avait quelques sculptures, et arrivait dans cette grande galerie de tableaux. Et l'origine du musée Fabre, c'est ça. C'est uniquement ces salles-là, avec un petit couloir qui a mené dans les appartements de Fabre, puisque Fabre avait conservé une partie des appartements de cet hôtel de Massignan, de cet hôtel particulier de Montpellier, et vivait dans ces salles. Donc finalement, il pouvait presque venir en pantoufles dans son musée, en robe de chambre, là, il pouvait tourner la clé, et le musée était pratiquement privé, en fait, presque à lui, puisqu'il était ouvert à l'époque, imaginez-vous, une seule fois par semaine, le dimanche. Dans cette salle consacrée aux œuvres de Fabre, il y avait à l'époque ni plus ni moins que la réserve et l'atelier du peintre. Portraits, paysages, des œuvres majeures y sont exposées, comme cet autoportrait réalisé en 1835, 2 ans avant sa mort. Le fondateur du musée a souhaité laisser une image de lui dans le musée qu'il avait créé, puisque ce musée porte son nom. Alors il se représente selon un petit peu la mode du temps, devant un grand ciel nuageux avec une échappée sur le paysage, mais au contraire, le buste là est très fermement campé sur le devant du tableau, et il s'est décrit d'ailleurs avec beaucoup de vérité, sans complaisance. C'est un homme déjà un peu vieilli, grisonnant, un peu fatigué, mais encore très volontaire et surtout obstiné à laisser un nom à Montpellier et laisser surtout une institution qui était vraiment à l'époque quelque chose qui avait fait beaucoup de bruit, puisque Fabre avait été anobli, on l'oublie souvent, par le roi Charles X. Ouais. Il avait été fait baron au moment de l'inauguration du musée. Donc au sommet de l'État, on avait reconnu vraiment ce geste comme étant un geste extrêmement généreux envers sa ville natale, et qu'il avait vraiment créé une collection susceptible de réveiller les arts dans le midi de la France et singulièrement en Languedoc. Fabre portraitiste, paysagiste, l'artiste avait plusieurs cordes à son arc. Dans cette galerie Houdon, on découvre aussi un Fabre religieux, avec par exemple la mort d'Abel. Mais Fabre était surtout un peintre d'histoire, comme le montre ce grand tableau de 1801. Culte de la belle forme, rendu des belles matières, précision ou encore paysage en second plan, voilà
ce qui le différencie de ses contemporains. Ce n'est pas du tout un peintre qui met en valeur sa personnalité, c'est plutôt un peintre qui s'efface derrière sa peinture, derrière ses sujets, mais c'était surtout un artiste extrêmement cultivé pour son temps, c'était un des plus cultivés de l'atelier de David, il savait le grec, le latin, il était très fort en mythologie, d'où d'ailleurs l'inspiration de beaucoup de ses tableaux. C'était un peintre extrêmement érudit, cultivé, qui savait très bien écrire aussi, on a beaucoup de correspondances qui restent de Fabre, et qui a surtout un talent de conteur, un talent de salonnier. Dans la conversation, il pouvait être extrêmement brillant, parce qu'il avait une très grande culture, et donc il a approché de très grands personnages de son époque. Avec ce long séjour florentin, Fabre marque les esprits italiens mais pas son propre pays. Même si son musée regorge de collections intéressantes, il reste un simple musée de province assez vétuste. Avec la rénovation en 2007 et la rétrospective sur le fondateur, le musée Fabre a pris une toute autre envergure. Qu'est-ce qui fait vraiment la force de ce musée? Alors, c'est une réponse qui va être un peu longue parce qu'il y a beaucoup de choses. Alors, je vais essayer de serrer. Ce qui fait la force, d'abord, c'est un fond, d'abord l'architecture, ça on l'a dit, et puis ensuite le fonds patrimonial que possède ce musée. Il possède des fonds de tableaux de Cabanel, de Courbet, de Basile. Enfin, il a énormément de Soulages, qui a effectivement donné des toiles magnifiques dont on a fait une salle digne de Soulages lui-même. Et donc, déjà, il a une assise, j'allais dire, picturale qui est particulièrement riche et particulièrement importante pour un musée, encore une fois, de province. Ces expositions, on les fait aussi grâce à des partenariats avec des musées internationaux, des musées nationaux. Et ça, on peut le faire parce que justement, on a un fonds patrimonial très riche, on peut prêter, on peut recevoir et on peut monter ensemble des expositions de qualité. Ce qui fait qu'en fait, ce musée a aujourd'hui un classement parmi les deuxièmes de France sur la fréquentation des publics et deuxième sur l'accueil qui y est donné. Pour accueillir un public toujours plus nombreux, le musée Fabre a opté pour une politique de médiation culturelle. Marion, tout juste diplômée, invite les visiteurs à décrypter les œuvres. D'Alexandre Cabanel à Pierre Soulages, tous les styles doivent être maîtrisés par ses guides. Vous adaptez votre discours aussi en fonction que vous ayez affaire à des enfants ou à des personnes âgées? Oui, en fait on doit toujours adapter notre discours selon le public parce qu'on peut avoir un public d'adultes très connaisseurs et du coup développer un vocabulaire beaucoup plus élevé, un public d'adultes qui ne connaît rien du tout du monde artistique et du coup là essayer d'être très clair dans les termes qu'on utilise. Et pour les enfants c'est la même chose, quand on a un CP, on va parler de façon simple à ce qu'ils comprennent. Alors, quand on a des lycéens, on va essayer d'être peut-être un peu plus précis. Donc à chaque fois, à chaque nouveau groupe, finalement, c'est un temps d'adaptation où il y a 1 minute ou 2 minutes où on doit cerner le groupe, comprendre à qui on a affaire, s'ils connaissent ces termes ou pas. Et donc c'est vraiment basé sur le regard des gens, s'ils s'illuminent quand on dit quelque chose ou pas, et peut-être aussi sur le discours et le dialogue avec les enfants et les adultes, même si les adultes sont un peu plus réticents au dialogue, mais les enfants, on part de ce qu'ils voient, de ce qu'ils ressentent, et on essaie de leur... C'est beaucoup plus spontané. Voilà. Ouais. Et vous n'avez pas peur, des fois, de ne pas savoir répondre à des questions de certaines personnes? Alors, il y a des questions pièges et très naturellement, alors après c'est l'expérience, au départ on est honteux et on devient tout rouge, et puis après, comme vous avez dit, on doit connaître aussi bien les œuvres de Soulages que Cabanel ou que Jean Raoux, donc il y a des moments où on cale et à mon sens c'est humain, donc il faut simplement dire je me renseignerai et c'est souvent ce qu'on fait. Au musée Fabre, 850 œuvres sont visibles en permanence. Paysages nordiques, art religieux, en passant par le romantisme et le classicisme, tout a été pensé de façon chronologique et thématique. Tout a aussi été pensé en matière d'éclairage et de décoration. En gros, sur un tableau, on peut avoir entre 100 ou 100 jusqu'à 180 lux
Par contre, pour les dessins, vous savez qu'on les montre de façon très parcimonieuse, parce qu'ils sont montrés 3 mois avec 50 lux. Donc là, on a une manière de contrôler l'éclairage, parce que sinon les dessins sont abîmés. Alors on essaye aussi de neutraliser l'entrée de la lumière naturelle avec des stores, avec ces vélums qui empêchent les rayons de venir directement frapper la toile et surtout créer des axes lumineux qui perturberaient la lecture du tableau. Comment vous avez fait le choix aussi de la peinture? En plus, c'est un bleu assez C'est particulier. un bleu extrêmement particulier. Alors ça fait aussi partie de nos tests que l'on peut faire quand on fait des expositions temporaires. Nous avons testé des couleurs un peu plus audacieuses d'ailleurs, qui sont un peu plus électriques, qui réveillent un petit peu le regard. Et finalement, on s'est rendu compte que ces dispositifs assez audacieux, qui sont valables pour une exposition temporaire, peuvent aussi aider le visiteur à retrouver une certaine vitalité dans son parcours, dans sa visite, dans sa découverte de la visite du musée. À quelle distance, par exemple dans une pièce comme celle-ci, il faut que je me mette pour pouvoir apprécier un tableau? Est-ce qu'il y a une C'est distance très à variable. respecter? Alors, vous avez la distance à respecter, elle est indiquée par cette petite barrière, par ce petit pot-clé que vous avez ici au D'accord. sol. Donc là, c'est à peu près 40-50 cm, ça c'est tout à fait normal, vous n'avez pas besoin de vous approcher plus. Par contre, ça, après, je dirais que c'est un peu selon la sensibilité De chacun. Parce que vous avez des gens qui aiment être très près du tableau pour voir le métier du peintre, pour voir un peu la touche, pour sentir un peu les empattements, sentir un peu les glacis, enfin tout ce qui fait la cuisine et la saveur de la peinture. Alors bien sûr qu'on peut être prêt. Vous savez déjà quand on est ici à 40 ou 50 cm, on voit très bien ce qui se passe. Vous voyez ici, on voit bien que le peintre a voulu des empattements dans le blanc, il y a eu des passages ici. Vous voyez ici, là, il est revenu avec son pinceau. On voit encore quelques petits grumeaux de matière. Donc là, on a une vision très matérielle de l'œuvre d'art, mais qui est aussi le plaisir de l'œil. Par contre, si vous vous reculez un petit peu, à partir d'ici, vous appréciez le tableau différemment. Vous voyez plutôt l'ensemble, On a une vue vous voyez d'ensemble. plutôt la magisté de la composition et vous voyez aussi l'harmonie des couleurs. Au niveau des sièges qui sont installés par exemple dans d'autres salles des collections permanentes, là c'est pareil, vous les avez installés à une certaine distance? On les a installés à une certaine distance, on les a installés pas partout, mais un petit peu tout au long du parcours pour scander la visite, parce que d'abord le musée est grand, 6500 m², c'est beaucoup, donc au bout d'un moment le visiteur peut aussi éprouver le besoin de s'asseoir, tout simplement pour se reposer, pour un peu méditer. Le regard, vous savez, dans un musée est beaucoup sollicité par la forme, sollicité par la couleur, par la variété aussi des époques représentées. Il est intéressant de faire un morceau de la peinture ancienne, vous pouvez faire aussi l'époque de Fabre, mais après vous ferez le 19e, et après vous ferez Soulages, parce que bien sûr toutes ces périodes sont tellement différentes, sollicitent le regard tellement différemment, que je pense qu'il est parfois un peu dommage d'avaler un musée d'un coup. Tous les lundis, jour de fermeture du musée, les conservateurs en profitent pour réinstaller les salles, accrocher de nouvelles acquisitions. Mais quand une exposition temporaire est terminée, que deviennent les œuvres? On en fait le constat, c'est-à-dire on les examine avec souvent un représentant du propriétaire, ce qu'on appelle un convoyeur du musée ou du collectionneur privé. Qui se déplace Qui ici? se déplace, pas toujours. Mais de toute façon, il y a toujours un constat qui est fait par nous, au moins pour réaliser que l'objet est dans tel état, afin que l'assurance intervienne éventuellement s'il y avait une déprédation. Quand le constat est fait, l'objet est mis en caisse ou emballé, et puis après part un convoi organisé par des transporteurs tout à fait spécialisés pour la destination d'origine, c'est-à-dire dans le musée prêteur ou chez le particulier. D'accord. Et pour les œuvres qui vous appartiennent, elles vont où? Eh bien, les deux marbres sont exposés, vous avez vu, on les a remis. Là, elles sont exposées, mais des fois pour d'autres expositions, il y a des peintures qui sont réservées. Et la réserve, qui entre dans cette réserve? Comment ça... Alors, les réserves du musée Fabre sont d'accès difficile, naturellement, sécurisé, étroit, donc on ne peut pas y accéder aisément. Il y a des musées qui ont créé des salles qui sont grandes pour montrer les pièces importantes des réserves. Ce sont des réserves visitables, comme on dit. Mais les nôtres n'ont pas la surface, elles sont sur des grilles, on ne peut pas les montrer aux visiteurs comme cela. Entrez dans l'ère Opel.
Bonjour et bienvenue chez France Auto, votre concessionnaire exclusif sur Montpellier, Sète et Castelnau. Je m'appelle Vincent Vernier, je suis le commercial Opel Entreprise dédié aux professionnels. Vous souhaitez créer, renouveler ou agrandir votre parc de véhicules, je suis là pour vous accompagner et vous conseiller. Opel Entreprise, c'est une gamme complète de véhicules utilitaires, mais également des véhicules de société 2 places et bien sûr des véhicules 5 places. Vous bénéficiez sur l'ensemble de notre gamme de tarifs professionnels très avantageux et de solutions de financement en crédit classique, crédit bail ou location longue durée. France Auto, c'est un vrai service personnalisé avec un atelier rapide sans rendez-vous dans l'une de nos 3 concessions. Et en plus, on répare votre carrosserie pour que vous offriez toujours une image impeccable. En ce moment, ne ratez pas le nouveau Movano en traction ou propulsion et ses 17 mètres cubes de volume utile. Merci de votre confiance et à bientôt. France Auto, l'ambition de l'excellence. Opel. Cheval Passion vous donne rendez-vous en Avignon du 19 au 23 janvier. Du sport, des concours, des animations, c'est magique. Cheval Passion, c'est aussi le mythique gala des crinières d'or, unique en Europe, réunissant les plus grands artistes. La grande fête du cheval, c'est Cheval Passion en Avignon et nulle part ailleurs. Du 19 au 23 janvier au Parc des Expositions d'Avignon, retrouvez Cheval Passion sur Internet. Retour au musée Fabre après une rétrospective sur la vie et l'œuvre du fondateur François-Xavier Fabre. Nous allons découvrir, entre autres, la préparation d'une exposition, Le Trait en Majesté, une série de dessins français du XVIIe siècle qui aura lieu dès le 29 janvier. Le fond du musée est un fond très important, très riche, non pas en quantité, mais en qualité. C'est un fonds extrêmement précieux. Et ce fonds n'a jamais été véritablement montré et surtout très peu étudié. Alors, ce n'est pas un ensemble, ce n'est pas une terre complètement inconnue. Ces dessins ont été de temps en temps publiés, montrés, mais on entame avec cette exposition le premier travail de fond scientifique sur la collection en revoyant l'ensemble des feuilles, en essayant en reconstituant des ensembles, en fait, dirais-je. Et donc, le premier ensemble sur lequel nous avons travaillé, c'est le dessin français XVIIe, qui est aussi un peu au cœur de la fondation du musée Fabre, puisque pour François-Xavier Fabre, fondateur du musée, le dessin français au XVIIe siècle était quand même un peu un des sommets de l'art du dessinateur. Et donc tous ces dessins, bien c'est vrai que tout cela peut paraître relativement aride, tous ces dessins donc, qui ne sont pas encadrés sont conservés dans tous ces tiroirs, et donc c'est dans cette salle-là que nous conservons les 6500 feuilles du cahier des arts graphiques. Alors pourquoi on les conserve dans des tiroirs? Alors, on les conserve tout simplement à plat, on peut en ouvrir un, tout simplement, pour comprendre un petit peu mieux ce qui se passe. Donc les dessins sont conservés ainsi, donc justement dans ces montages, vous les voyez assez bien. Ici un dessin de plate montagne qui sera présenté autour de l'exposition. Ici un dessin beaucoup plus prestigieux qui est un dessin de Poussin, Nicolas Poussin, donc je vous présenter dans ces montages. Et donc on les conserve tous montés. L'effet du montage a bien sûr un élément esthétique dans la présentation du dessin une fois qu'on le montre encadré, mais aussi un élément de conservation puisque en fait la fenêtre et l'épaisseur du carton évitent que l'un sur l'autre, les dessins ne se touchent. Donc on n'a pas de frottement et les dessins ne s'usent pas. Il y a combien d'œuvres à peu près dans chaque tiroir? On doit avoir environ une trentaine d'œuvres dans chaque tiroir. Alors bien sûr ici vous voyez les tiroirs les mieux conservés. Il y a parfois des tiroirs où les feuilles sont uniquement conservées en portefeuille et non pas montées individuellement. C'est vrai que le fonds français XVIIe est un des fonds précieux du musée qui en quantité concerne environ 183 œuvres, donc c'est pas colossal. Ça c'est une œuvre qui vous est enviée par... Des œuvres particulièrement importantes pour ces artistes que sont Poussin, Le Sueur ou d'autres. Et comment c'est rangé? Alors le classement est très simple. Les dessins sont classés par école et par siècle. Donc ici tous les dessins français du XVIIe, puis ensuite les dessins français du XVIIIe siècle. Ensuite le fonds Fabre qui est particulièrement important, puisque Fabre en 1837 à sa mort nous a légué l'intégralité de son fonds d'atelier, c'est-à-dire plus de 500 feuilles, c'est tout ce qui est ici. Et là nous avons en fait en quelque sorte tout le carnet d'études de Fabre tout au long de sa carrière d'artiste. On a ici tout à la fois des dessins préparatoires de Fabre pour des œuvres connues, vous voyez, parfois ou juste des détails d'études comme celui-ci. Fabre va donner relativement peu de feuilles, il va donner au moment du don une trentaine de feuilles, il donne à la même époque plus d'une centaine de peintures.
Donc vous voyez, on peut être étonné de cette dichotomie entre les arts graphiques et la peinture. Mais dans ce fond de dessin, il donne des œuvres de Poussin, donc français 17e, et des œuvres de Raphaël. Donc on voit vraiment quels sont les grands maîtres auxquels s'attache François-Xavier Fabre. Assez emblématique déjà du trait en majesté et du titre de l'exposition, qui est ce dessin de Louis Chéron, un élève de Lebrun, donc le premier peintre du roi, de Louis XIV. On voit ici vraiment comment le dessin, justement le trait, est essentiel dans la composition. On voit ici des choses très nettes, très claires. Il peut y avoir des choses beaucoup plus incisives, beaucoup plus comme une première pensée, comme ces dessins de Lafage, où on voit, ici on est dans un dessin qui est beaucoup moins abouti, qui est une accumulation, dirais-je, d'études sur la même feuille, où l'artiste va, comment dirais-je, laisser traîner sa plume, dirais-je, au gré de sa pensée, et arriver à avoir des compositions qui forcément, d'un côté beaucoup plus surréaliste, dirais-je, à la feuille, beaucoup plus contemporain, en juxtaposant des figures qui ont beaucoup moins de rapport les unes avec les autres. Bien comprendre aussi que le dessin au XVIIe siècle est une œuvre qui est très rarement signée par l'artiste. Dans cette perspective d'œuvre qui n'est qu'un brouillon, on le comprend très bien ici. Ici, une œuvre d'atelier, l'artiste dessine, fait en quelque sorte des petits croquis, préparatoires à une composition, ou peut-être même pas du tout préparatoires à une composition. C'est des œuvres qui ne signent pas, qui sont vraiment des choses qu'il conserve dans ses corbeilles. Une des nouveautés, en tout cas, une des nouvelles acquisitions qu'on a pu faire à l'occasion de cette exposition, c'est ce très beau dessin de Bourdon qui représente un sacrifice d'Iphigénie. Bourdon est un artiste important, c'est un des 12 anciens créateurs de l'Académie royale de peinture et de sculpture. Et Bourdon donc, est un artiste montpelliérain, originaire de Montpellier, très bien représenté dans le cadre de la peinture au sein du musée Fabre, mais pour lequel nous étions très très pauvres en termes de dessin. Comment ça se passe une acquisition d'œuvres? Comment ça se passe? Eh bien, comment se passe une acquisition? C'est assez simple en fait. Nous suivons régulièrement le marché de l'art, nous fréquentons régulièrement les galeries, nous suivons les catalogues de vente. Et lorsqu'une œuvre nous semble intéressante, nous la soumettons collégialement, entre nous, entre les différents conservateurs du musée, selon le montant de l'acquisition. Bien sûr, il y a des acquisitions qui sont plus ou moins chères. Donc on se valide entre nous déjà le principe de l'acquisition. Ensuite, on la soumet à nos instances, l'agglomération, et il y a par ailleurs une validation scientifique de l'acquisition, c'est-à-dire que la Direction régionale des affaires culturelles monte 2 fois par an une commission d'acquisition qui juge du bien fondé de l'entrée de telle ou telle œuvre dans la collection. Les fourchettes de prix pour une acquisition? On est bien en dessous du coût d'acquisition des peintures, mais plus d'œuvres anciennes, plus elle est chère. Les dessins français 17e sont particulièrement renommés. C'est très très variable. On peut acquérir des œuvres pour 500 €, comment on peut en acquérir pour 50 ou 60 000 € dans le cas du dessin. Et lorsqu'on regarde les grandes ventes de janvier chez Christie's ou Sotheby's, ça peut être quelques centaines de milliers d'euros parfois pour un dessin. Pour le trait en majesté, 100 œuvres vont être présentées au public. Les cadres et les dessins étant choisis, reste à déterminer la couleur des murs, qui doit faire ressortir la clarté du papier. Pour le moment, un certain rouge serait en discussion. Et voilà 1 an et demi que ces professionnels préparent le trait en majesté, un travail de longue haleine qui mobilise souvent plusieurs corps de métier, des métiers que les visiteurs ne côtoient pas. Ils sont restaurateurs, encadreurs, agissent dans l'ombre pour émerveiller le regard. Nous sommes 2 restauratrices et donc on nous a confié ce grand tableau de mon voisin pour lequel il y a une problématique très particulière, c'est-à-dire qu'il y avait un vernis très jauni, très épais, avec de fortes coulures et on nous a demandé d'essayer si on pouvait alléger ce vernis. Donc nous, il a fallu qu'on fasse beaucoup d'essais pour comprendre la matière, pour arriver à le solubiliser en partie.
y a quand même des contrastes de couleurs très forts et des lumières fortes. Et sous l'épais voile jaune, ces contrastes étaient très différents. Et la palette de l'artiste, c'était des tonalités assez fortes et assez froides aussi. Et alors lorsque le vernis ancien jaunit et vieillit, il jaunit et ça change la palette des couleurs. Ce qui est intéressant ici lors du dévernissage, c'est qu'on peut apprécier que le peintre a délibérément posé du jaune au niveau des ombres qu'il a voulu contraster avec les parties bleues à côté des rayons, là, les blancs. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas du tout apprécier pendant que l'ensemble est recouvert de jaune. On fait beaucoup d'interventions aussi pour la conservation, c'est-à-dire des refixages, par exemple, de couches picturales. Ce qu'on a fait sur ce tableau pour tous les bords, on a refixé la peinture qui se soulevait. On fait aussi des interventions plus lourdes sur la toile lorsqu'elle est déchirée. Ça, c'est plutôt les interventions de conservation. Et puis, on fait des interventions de présentation, c'est-à-dire ce qu'on est en train de faire là pour travailler le vernis. Et puis après, ce qu'on va faire, c'est la retouche. Les lacunes seront retouchées. Les retouches seront ce qu'on appelle illusionnistes. Ils vont imiter la peinture pour que ça ne se voit pas ou très très peu après la restauration. On s'est posé beaucoup de questions. On a fait tout un travail de compréhension, d'introspection pour savoir ce qui se passait sur l'œuvre. Donc on a fait des choix dans l'essai. Et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup aussi avec des instruments qui nous aident pour vérifier ça, comme les ultraviolets. Et puis on fait venir le conservateur, il passe tout le temps, et on lui donne nos avancées et on lui explique notre problématique. Ici, on peut voir un réseau de craquelures prématurées, assez dense, qui gêne la lecture de l'image. Lors de la retouche, le conservateur va probablement nous demander d'atténuer ces craquelures avec des petites glacis posées à l'intérieur de chaque craquelure. Mais ces décisions seront prises avec le conservateur. Il y a ce qu'on appelle les repentirs, c'est-à-dire les changements de composition de l'artiste. Et ici, il y en a quand même pas mal. Donc l'accoudoir qui termine actuellement ici était auparavant jusqu'à ce niveau-là. L'idéal, c'est de faire un suivi comme un médecin avec son malade, c'est-à-dire que de le voir régulièrement, d'être un peu le médecin référent, et puis de voir le tableau régulièrement, et puis d'avoir un suivi, et puis de dire, bon ben voilà, son évolution, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, et le type d'intervention. La première opération, c'est le nettoyage. Donc on enlève la bronzine, on nettoie la dorure, on nettoie les lacunes, et après, on rebouche. Tous les trous, les défauts, on enlève tout ce qui a été fait avant qui n'est pas beau à l'œil et on le refait de toute façon que c'est une bonne intégrité. Donc leur bouche colle de peau, une pâte avec colle de peau et carbonate de calcium. Avec colle de peau de lapin et carbonate de calcium, nous on fait vraiment tout, de l'encollage au moulage, on fait quasiment tout. Donc voilà. Donc avant on mordait dedans et on rebouchait avec la salive. Maintenant on fait ça dans les seringues. On travaille de la même façon qu'au XVIe, XVIIe siècle. Alors un cadre comme ça, là on peut le poncer que 24 heures après. Comme on a quand même pas mal de moules, on essaye d'avoir ce qu'il faut, la taille qu'il faut, mais sinon oui, on prend des surmoulages sur d'autres cadres ou des choses comme ça. C'est les seuls produits modernes qu'on utilise quasiment. Là, il faut attendre à peu près 5 minutes que ça sèche, et après ça donne ça. C'est très précis, mais faut prendre le moule à l'endroit où c'est le moins abîmé, parce que le moindre défaut qu'il y a sur le cadre va ressortir dans le moule.
Et les petites craquelures de pâte anglaise, en fin de compte, vont nous servir pour la patine. Comme ça, comme le cadre est entièrement craquelé, le morceau qu'on va remettre va être aussi craquelé. Là on ponce, donc tous les rebouchages qu'on a fait. Et après on finit tout au papier fin. L'or ressort tous les défauts, donc il faut qu'il n'y ait aucun défaut. On nettoie à dorure. Donc avec des savons neutres. On passe l'assiette à dorer. On fait un mélange avec la colle de peau de lapin et on passe sur les raccords pour pouvoir reposer la feuille d'or. Et on essaye de refaire au maximum la couleur qu'il y avait d'origine. Mon ancien patron m'a toujours dit que pour avoir un bon doreur, il fallait une bonne dizaine d'années. Et on s'aperçoit maintenant que c'est vrai, il faut du temps. Toute l'or que je rajoute va être patinée. On vieillit l'or pour pas que le raccord se voit. J'espère jamais revoir les cadres. Normalement, une bonne restauration peut durer à peu près environ 50 ans. Des choses qui ont 200, 300, 400 ans, que presque personne n'arrive à toucher. Enfin, c'est quand même un privilège qui n'est pas dit à tout le monde.